mon ami, es war wunderschön. 1000 Dinge möchte ich dir noch sagen. C'est que vous publiez le 7 novembre prochain aux éditions Blanches Dialogue désaccordé, une conversation par mail entre vous et Alain Soral. Oui. Soral, national-socialiste, suprématiste, révisionniste, antisémite. Parce que c'est un antisémite notoire et qu'il se déclare lui-même national-socialiste. Dans le livre, Alain Soral se dit national-socialiste. Il le revendique. Hein. Alors, c'est clair. Donc c'est clair. Parce que tu ne vas pas convaincre Soral, qui est un néo-nazi, de cesser de l'être, et tu ne vas pas convaincre, j'assume. Et il dit aussi, je suis national-socialiste. C'est vrai, c'est un nazi. National-socialiste, c'est nazi. Ça veut dire qu'il est nazi. Monsieur Alain Soral, qui a fréquenté Madame Le Pen, est national-socialiste. Il commence son livre en disant « Je suis national-socialiste ». Donc ça veut dire il se revendique comme étant nazi. Il a publié un livre où il dit ça. Liebling, wir müssen uns wiedersehen, es war ja so schön. Pour répondre sur l'extrême droite, je vais d'emblée mettre les pieds dans le plat et ne pas trop tourner autour du pot. L'extrême droite, au moins depuis 1945 et plus encore depuis mai 68, est une invention du gauchisme sous sponsoring atlantiste, soit de la droite d'affaires, ce que j'appelle la banque, pour cacher que le national-socialisme était socialement de gauche. Ça aussi, c'est une des clés de compréhension de tout ce qui se joue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tant que national-socialiste français, ça m'agace d'être rangé à l'extrême droite, qualificatif qui désigne pour moi les néoconservateurs, les impérialistes américano-sionistes et le pouvoir bancaire international. Donc, ma réponse, c'est que je ne suis pas d'extrême droite, je suis national-socialiste, mais on peut considérer que c'est pire. J'ajouterai, pour qu'on ne me prenne pas juste pour un provocateur, un national-socialiste français, sans besoin de recours à une théorie raciale pour des raisons d'espace vital, ce qui correspondait à la situation allemande, l'idéologie découlant souvent de la géographie. Je suis national-socialiste à la manière d'Hugo Chavez, soit, compte tenu du contexte actuel de domination par le mondialisme militaro-bancaire, un authentique homme de gauche, comprenne qui voudra. Je vous laisse juge de l'honnêteté de chacun et de la grossièreté de mes adversaires. Nous publions, nous, ce mois-ci, chez Contre-Culture, ce bouquin de Francis Delésy qui s'appelle « La Révolution européenne ». Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un bouquin d'économie qui est sur la même ligne que celui de Feder, mais c'est un bouquin d'économie pédagogique très très clair, très bien écrit, écrit par un Français de gauche, et de gauche inattaquable. Hein. On mettra son CV, il a même été... il a écrit ce bouquin en 1942, et qui est une apologie de l'économie nationale-socialiste allemande. Il y a 10 ans, Adolf Hitler prenait le pouvoir. L'œuvre gigantesque, trop peu connue en France, entreprise par le Reich. Premier but, enrayer le chômage qui sévissait dans l'industrie et qui s'élevait en 1932 à plus de 5 millions de sans-travail. En 10 années, ce chiffre effrayant a pu être ramené à 335 000. En septembre 1933 furent entrepris les travaux de construction des autostrades. Un réseau de 27 000 km était projeté. Chaque année, 1000 km étaient construits. On devine le nombre d'ouvrages d'art nécessaires afin de mener à bien un tel programme. Et c'est en ça que c'est une bombe, c'est une véritable bombe atomique. C'est ce type qui vient entièrement de la gauche ouvriériste inattaquable, publie en 1942, en pleine guerre, avec une prise de risque maximum, un bouquin qui est un bouquin de pédagogie économique pour dire en gros que non seulement l'Allemagne, après des tâtonnements, hein, de façon empirique, par une synthèse, un mélange de nationalisme et de socialisme, donc d'économie nationale-socialiste, a trouvé tous les remèdes à la crise économique dont est responsable finalement à l'époque la City et Wall Street, c'est-à-dire pareil par cette logique de l'emprunt forcé, de la dette, etc. Et il dit que c'est parce que l'Allemagne a trouvé toutes les solutions, et qu'elle a échappé à la domination de la dette, et donc à la domination anglo-américaine, que l'Empire, ce qu'on appelle l'Empire, hein, l'Empire dont Cohn-Bendit est le soldat aujourd'hui, a décidé la mise à mort du régime hitlérien. Et vous voyez, c'est comment l'Allemagne a financé son redressement, donc il explique bien, en échappant à la City et à Wall Street, la notion de traite de travail, c'est-à-dire l'idée de étalon travail,
Hein, en disant bien que toute la richesse vient du travail et que le capital n'est que du travail mort, et qu'il faut toujours faire primer le travail sur le capital. Et je mets au défi quiconque lira ce livre de pouvoir le critiquer ou d'en dire du mal. En réalité, tous ceux qui tâtonnent en ce moment pour essayer de sortir du piège mortel de l'Union européenne, qui est le même piège que la logique du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, cherchent des solutions qui sont à la fois nationales et sociales. La vérité, c'est que la baisse du niveau de vie actuel ou à venir des populations a été organisée par nos gouvernants. Et très évidemment, il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'à revenir à un protectionnisme d'échelle continentale pour protéger globalement les collectivités d'Europe, les salaires, permettre le redémarrage à la hausse des salaires. Pourquoi est-ce que le protectionnisme est impensable ? C'est-à-dire pourquoi on ne peut pas accepter de parler de l'évidence. C'est ça qui est fascinant. Une chose est sûre, c'est que être présent dans le capital de PSA, c'est un acte de patriotisme industriel. Et donc ça suppose que finalement l'État, qui intervient de multiples manières, il organise la résistance économique lorsque nous avons des défaillances d'entreprises, il remet de l'ordre dans le désordre, c'est le cas dans les télécoms, il investit là où nous avons à trouver des solutions pour garantir, protéger, défendre des intérêts industriels. La solution de demain à la crise actuelle, elle est dans ce livre, et qui en fait avait été toute trouvée par les économistes et les planificateurs nationaux socialistes allemands. Voilà. Enfin, toute une flotte était lancée pour permettre aux travailleurs de faire gratuitement des croisières. De 1934 à 1939, grâce à l'organisation appelée la Force par la Joie, 35 millions d'ouvriers ou de paysans purent visiter l'Allemagne et les pays étrangers. Années d'efforts sociaux. Les cités ouvrières grandissent et en 1938, 306 000 habitations étaient bâties. En pleine guerre, le Führer promulguait un décret stipulant que l'édification des habitations ouvrières ou agricoles était un des devoirs les plus nobles de l'État allemand. J'avais montré dans Comprendre l'Empire comment, au-delà de la lutte des classes entre le capital et le travail, la bourgeoisie et le prolétariat, il y avait une lutte des classes interne au mouvement ouvrier entre les socialistes révolutionnaires et les socialistes parlementaires, et cette guerre avait été gagnée par les socialistes parlementaires avec l'aide de la banque, pour ramener progressivement le combat social non pas à une autre société, mais à un combat pour le pouvoir d'achat, c'est-à-dire un combat qui finalement admettait la société marchande et était inclus dans la société marchande et devenait le complément de la société marchande, puisque le pouvoir d'achat, c'est finalement l'augmentation des salaires pour augmenter la capacité des marchandises par les ouvriers, donc finalement qui est quelque chose qui n'est pas forcément totalement nuisible au capital et à la classe bourgeoise. Donc j'avais montré donc cette lutte des classes à l'intérieur du camp socialiste. Feder montre quelque chose que je suggère et dont je parle très superficiellement dans Comprendre l'Empire, sujet que je ne creuse pas. Il montre la lutte des classes à l'intérieur du capital, c'est-à-dire à l'intérieur de la classe bourgeoise. Lutte des classes totalement encore actuelle aujourd'hui et qu'il identifie comme la cause de l'effondrement de l'Allemagne, qui est la lutte des classes à l'intérieur de la bourgeoisie du capital entre le capitalisme entrepreneurial, industriel, allemand en général national, et le capitalisme spéculatif et financier, lui, d'essence internationale et cosmopolite. Et il montre que l'un, à terme, tue l'autre, puisque le capitalisme industriel a un taux de profit qui est, comment dirais-je, soumis au réel de la production, à la baisse tendancielle du taux de profit, au rapport de classe, etc. Donc c'est un profit qui est finalement assez maigre, et qui produit en plus des effets positifs par la création de valeur ajoutée et la création d'emplois, et que face à lui, il y a un profit, lui, qui n'a aucune limite concrète, qui est le profit financier, ce que j'appelle moi le pouvoir de la banque, puisque c'est un profit qui est purement mathématique et abstrait. Et il montre comment, tendanciellement, dans le temps, le profit financier se met à dominer totalement et à accroître beaucoup plus vite, c'est-à-dire géométriquement par rapport au profit industriel, et que ce profit financier finit par contrôler, bouffer et détruire le profit industriel et le capitalisme industriel. C'est quelque chose de très important parce que Feder le démontre dès les années 20,
Et aujourd'hui, nous sommes exactement dans la même problématique avec le capitalisme financier abstrait de Wall Street, qui est en train de détruire le capitalisme entrepreneurial et industriel, notamment aux États-Unis, mais même dans le monde occidental entier. Donc ce livre est totalement moderne, et surtout, il met une réalité en avant qui est toujours cachée et par les marxistes orthodoxes et par les libéraux, c'est-à-dire en réalité de valider toujours la lutte des classes, soit du côté bourgeois, soit du côté ouvrier, avec toujours cette dichotomie patron-travailleur, en cachant toujours le pouvoir totalement destructeur et toujours occulté des deux côtés de la banque. Jamais aucun ouvrier n'a défilé contre le pouvoir bancaire, toujours contre le patronat. Les mots, c'est favoriser les entreprises. L'idée, c'est favoriser le patronat. Vous avez dit, Olivier Besancenot, les patrons de Caterpillar sont des chiens. Tous les mots peuvent-ils être utilisés dans le débat public? Je le pense. Que le principal problème du coût du travail, pour moi, c'est pas l'ouvrier, c'est le patron. On voit d'ailleurs aujourd'hui que cette analyse est totalement valable dans la façon dont la CGT a réagi par rapport à la crise de PSA. La direction entend sacrifier l'usine d'Aulnay pour simplement une raison de rentabilité financière. Faire encore plus d'argent, donner encore plus de bénéfices pour la famille Peugeot. Il y a 12 milliards en caisse chez PSA et il y a un paquet de milliards dans les coffres de la famille Peugeot. En montrant du doigt la famille Peugeot, et jamais en réalité le fait que Peugeot, qui est une entreprise familiale et qui justement participe de ce capitalisme industriel national créateur d'emplois et de valeur ajoutée, est aujourd'hui surtout la victime du capitalisme financier, mondialiste, cosmopolite, purement spéculatif, hein, et que finalement un certain syndicalisme ouvrier est l'idiot utile du pouvoir occulte bancaire en désignant toujours du doigt finalement le capitaliste entrepreneur industriel qui lui au moins crée de la richesse et de l'emploi, même si après il y a la question de l'extorsion de la plus-value et du partage effectivement de la création de valeur ajoutée, qui est un autre sujet. Donc Feder met bien le doigt là-dessus, il dit le problème c'est le capitalisme financier, dont la rente est exponentielle et abstraite, puisque purement mathématique, et qui finit par bouffer et détruire et dominer politiquement le capitalisme industriel, dont la rente, elle, est soumise au réel, et donc est au mieux arithmétique, et soumise à la baisse tendancielle du taux de profit, au rapport de classe, etc. etc. Et ce livre est une proposition pour que le capitalisme entrepreneurial national reprenne le pouvoir sur le capitalisme financier destructeur au service de la classe travailleuse dans son ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Gottfried Feder est un des créateurs du parti ouvrier allemand, qui va donner très vite le NSDAP, qui deviendra célèbre quand Adolf Hitler en prendra le contrôle, et on connaît effectivement dans un premier temps le succès qu'aura ce mouvement, et puis sa fin tragique. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que là nous avons, une analyse et une justification théorique et économique de la montée de ce qu'on a appelé le national-socialisme, le nazisme, et qui bat en brèche, ou surtout donne un éclairage sérieux sur l'analyse post-Deuxième Guerre mondiale qui nous est imposée, qui est toujours une analyse psychologisante en termes de nihilisme, dont les représentants les plus extrêmes sont sans doute un type comme Adler aujourd'hui, qui n'explique la montée du national-socialisme allemand que par le nihilisme et l'instinct de mort, alors que c'est une réaction à une prédation économique puis politique qui ressemble totalement à l'époque actuelle et qui montre bien du doigt l'ingénierie capitaliste financière à l'époque de Londres, c'est-à-dire de la City, et qui serait aujourd'hui de Wall Street, hein, et qui s'oppose, cette vision sérieuse de la montée du national-socialisme s'oppose aussi totalement à un livre stupide et qui montre en quoi le psychologisme est incapable de comprendre l'économico-social, qui est le bouquin de Freud qui s'appelle Malaise dans la civilisation, qui est un bouquin d'une rare stupidité pour expliquer la montée du nazisme en Allemagne à partir du traité de Versailles. Ce livre-là permet de le comprendre de manière sérieuse et de comprendre aussi qu'une certaine montée d'antisémitisme, terme impropre qui s'appelle l'antijudaïsme, désigne en premier lieu les responsabilités d'une élite oligarchique qui, comme l'explique bien Werner Sombart, a produit toute l'ingénierie du capitalisme financier destructeur et spéculatif. Ce qui rejoint les analyses à la même époque de Henry Ford, dans Le Juif international, qui lui n'est pas un Allemand, est un Américain, et qui rejoint aussi l'espèce de climat malsain aujourd'hui, qui tourne autour effectivement d'une certaine prise de conscience sur la responsabilité des Bernanke, du côté, je dirais, institutionnel, ou des Madoff du côté plutôt délinquant, d'une certaine élite communautaire, de sa vision du monde. On pourrait reparler encore de la fameuse plaisanterie de Attali sur le pantalon à une jambe vendu à Christian.
Jusqu'à ce qu'un certain moment, Moshe téléphone à Christian et dit « J'ai une affaire formidable pour toi, des pantalons, $49. » Ah, formidable, dit 49, c'est formidable, je les prends. Le lendemain, Christian téléphone à Moshe en disant « Écoute, tu es vraiment un escroc. » Comment je suis un escroc? Mais si, écoute, tu m'as vendu $49, des pantalons immétables, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu sais très bien. J'ai ouvert le camion, il y avait des pantalons, il n'y avait qu'une jambe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec des pantalons? Personne ne me met de pantalons qui a une jambe. Tu n'as rien compris, c'est pas fait pour mettre, c'est fait pour acheter, pour vendre, pour acheter, pour vendre. Ce livre permet d'éclairer de manière sérieuse, pour une fois, et contre toute l'idéologie dominante, comment dirais-je, la réaction nationale-socialiste à l'effondrement de l'Allemagne, et d'expliquer le pourquoi de l'effondrement de l'Allemagne d'après-guerre, et que finalement ces solutions proposées par Gottfried Feder sont effectivement les mêmes intuitions que j'ai eues moi, et qui me permettent de critiquer un Todd quand il parle de l'avenir du hollandisme révolutionnaire. Et effectivement, le hollandisme révolutionnaire serait la même réaction que Feder aux mêmes prédations actuelles du capitalisme financier purement spéculatif, abstrait, piloté par Wall Street, et serait nécessairement un national-socialisme, puisqu'en fait, quand on comprend bien l'histoire économique et l'histoire sociale du XXe siècle, qui éclaire le début du XXIe siècle, il ne peut y avoir de national que le social, et il ne peut y avoir de social que le national. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de ce livre, effectivement, c'est de nous sortir du psychologisme et de la bêtise, de l'étude rétroactive de la montée des nationalismes, et de ce qu'on appelle d'ailleurs les fascismes après la Deuxième Guerre mondiale, en Italie, en Allemagne, aussi certaines colères en Russie, voilà, c'est un peu un mouvement général, hein, où on essaie de faire piloter l'économie par l'État, c'est aussi d'ailleurs le stalinisme, hein, parce qu'en fait on admet à cette époque-là que le libéralisme voué à lui-même est soumis fatalement à à ses prédateurs financiers, amène un tel chaos social que ça demande à être rééquilibré par un pilotage de l'État, d'un capitalisme, d'entreprise et à vocation sociale, en mettant sur la touche les prédateurs financiers que Feder associe d'ailleurs à la tradition mammonique, hein, il désigne Mammon. Donc on est vraiment dans quelque chose de très actuel, de très profond et de très intéressant, et je conseillerais à Emmanuel Todd, intellectuel très surfait, et aujourd'hui en surchauffe, de lire ce livre, car il y trouverait sans doute des solutions à la crise actuelle qu'il serait obligé, malgré ses a priori idéologiques et sa grande inculture de certains pans de l'histoire et de certaines, visions politiques, il sera obligé d'y adhérer relativement. Voilà. Maintenant, je vais rappeler ce qu'était le Veldiv. Le Veldiv, effectivement, c'est la police française qui, sous la pression allemande, il ne faut pas oublier que tout ça n'existait que parce que nous avons déclaré la guerre à l'Allemagne et que nous l'avons perdue, hein, effectivement, qui, par la police française, rafle quelques milliers de juifs dans un vélodrome qui s'appelle le Veldiv. Il faut rappeler, et là je vais effectivement remercier Jean Robin, qui est hors concours pour le Crétin du Mois de m'avoir prêté ce livre que je ne lui ai pas rendu parce que comme il m'injurie depuis, je pense qu'il a du mal à venir le rechercher, mais s'il veut venir le rechercher, il a qu'à venir me voir. Je lui rendrai pas seulement le livre, je lui rendrai aussi la monnaie de sa pièce sur 2-3 injures que je n'ai pas appréciées. Il faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement l'État français qui a collaboré à travers sa police. Et là, je citerai Bardèche. Quand on fait une guerre à l'Allemagne, on la perd, on signe une armistice, il y a une continuité administrative qui fait qu'on vit sous le joug du vainqueur et qu'il faut bien imaginer que dans un pays de 40 millions d'habitants, tout le monde ne va pas partir à la nage à Londres. Donc de toute façon, il était logique que la police française fasse son boulot de collabo comme elle le fait aujourd'hui quand elle vient m'arrêter. Vous voyez, elle fait son boulot de collabo parce qu'elle n'a pas le choix, c'est le principe de la soumission administrative, de l'obéissance aux ordres, etc. Hein. Donc de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec M. Prasquier. La République française, effectivement, c'était la République de Pétain. Mais il y en avait aussi une autre, et on a décidé que la bonne, c'était celle de De Gaulle, parce que ça permet la réconciliation nationale, ça permet la continuation du roman national positif, ça permet effectivement que tous les types de banlieues ne haïssent pas les Français de souche en les traitant de lâches et de collabos, ça n'avait que des effets positifs. Et c'était surtout négocié après-guerre, puisque on a blanchi effectivement la France grâce à De Gaulle, mais on a aussi blanchi tous les juifs de la collaboration de l'UGIF. L'UGIF est l'ancêtre direct du CRIF, qui eux-mêmes ont fourni la liste des gens qu'il fallait aller rafler, car je rappelle que le consensus pétainiste, c'était « nous sauvons les juifs de France avec la collaboration des institutions juives françaises et nous rendons à la puissance occupante les juifs issus du Reich allemand, qui sont les juifs polonais, les juifs tchèques et les juifs allemands réfugiés en France, qui sont d'ailleurs comme par hasard le père de tous les juifs haineux d'aujourd'hui, c'est-à-dire Finkielkraut, etc., d'où la phrase « la France mérite notre haine », etc. C'est-à-dire que les juifs français ont collaboré aussi
au niveau de les instances représentatives, au Veldiv. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on se débarrasse des juifs étrangers pour se sauver, nous, juifs de France. Et c'était le consensus de la Révolution nationale de Pétain, c'est-à-dire à l'Allemagne, vous prenez les juifs ressortissants du Reich, qui sont des sans-papiers, c'est-à-dire des clandestins, et des ennemis du Reich, ou des gens qui sont dépendants du Reich au sens administratif et militaire et policier, mais vous ne touchez pas aux juifs français. C'était ça le deal, ce qu'on cache systématiquement. Et la rafle du Veldiv se fait avec la collaboration des institutions juives représentatives de l'époque, qui est l'UGIF, qui, je le répète, est l'ancêtre du CRIF. Hein, il faut le savoir. Hein, voilà. Et donc, si aujourd'hui on dit que la France, c'est la collaboration et c'est Pétain, il faut dire aussi que le CRIF, c'est l'UGIF. Hein. Or, je vous rappelle qu'à la Libération, les juifs collabos de l'UGIF, qui étaient très nombreux. Quand on lit les décombres de Robatet dit qu'il quitte Vichy tellement il y a de juifs à Vichy autour de Pétain, dont le premier, Emmanuel Berle, mari de Mireille du Petit Conservatoire, écrivait ses discours, hein, il faut le savoir. Bon. Donc si à un moment donné, il faut savoir que les juifs collabos ont échappé aux tribunaux d'épuration à la Libération et qu'ils ont été jugés en interne par la communauté juive elle-même, ce qui s'appelle d'ailleurs une mise en place illégale et totalement anti-républicaine de tribunaux rabbiniques. On ne voit pas pourquoi, quand on est un juif collabo, on échappe à la justice de la République. C'est déjà totalement anti-républicain, ça fait partie des dysfonctionnements qui montrent que finalement, la République n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on croit, ou d'ailleurs, il faut peut-être que la phrase débile et délirante de BHL est vraie, puisqu'il avait bien dit un jour sur France 2, à une heure de grande écoute devant Arlette Chabot, ces synagogues qui sont le symbole de la République. Je pensais que c'était une stupidité, finalement c'est peut-être vrai. Voilà. Enfin donc, si l'idée c'est que les juifs collabos ont échappé à la justice parce qu'ils étaient collabos à cause de la pression de Vichy et la pression allemande, exactement comme le père de monsieur Drucker, qui était un juif collabo de première, qui envoyait les petits juifs non français à la déportation, notamment à Nice, en leur regardant la quéquette, et qui a terminé médecin-chef du camp de Drancy. On pouvait toujours dire, oui, mais il n'avait pas le choix, parce que pour sauver les juifs de France, il fallait balancer les enfants d'Isieux. Non, excusez-moi, j'ai dit une connerie, les juifs niçois. Donc à ce moment-là, d'accord, mais à ce moment-là, on va dire la même chose. Si la police française et la haute administration française est obligée de faire une politique anti-juive qui n'était pas du tout la politique française d'avant 1939, c'est parce qu'elle a la pression de la victoire allemande et de l'occupation allemande. Donc, si les juifs collabos ont échappé à la justice de l'épuration, la haute administration française aurait dû y échapper pour les mêmes raisons. Or, on ne pardonne rien à la France qui est obligée de se comporter comme elle s'est comportée à cause de la domination allemande, mais par contre, on pardonne tout aux juifs collabos parce qu'effectivement, il y avait la Révolution nationale de Pétain. Ce qui veut dire qu'on est toujours dans le deux poids, deux mesures, dans la malhonnêteté et effectivement dans ce qu'on appelle la double éthique. Donc on va dire on est bien au niveau de cette vision de l'histoire, disons de ce qui s'est passé à la Libération et au niveau du discours politique aujourd'hui, effectivement dans la double éthique juive et non pas dans l'universalisme républicain et l'analyse sainement républicaine. Et nous remettrons, je crois, pour enfoncer le clou, la manière dont Mitterrand répond à El Kabbach. On voit bien que d'ici au mois de juillet, on va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy. Votre position est toujours la même. Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, et l'honneur d'être français, et l'honneur de l'histoire de France. Et vous recommanderiez à vos successeurs, s'ils sont de droite, d'adopter la même attitude? Ils feront ce qu'ils veulent, mais bien sûr. Pas de recommandation à faire. Non, mais parce que la pression va se faire également sur eux. Dans 100 ans, peut-être aussi encore. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'entretien de la haine. Et ce n'est pas la haine qui doit gouverner la France. El Kabbach, mandaté par la communauté, lui demande d'accepter, en trahissant le pacte de réconciliation nationale qui avait été signé avec De Gaulle, d'accepter cette saloperie que Chirac a acceptée, car Chirac est une merde. Je crois que c'est Marie-France Garot qui disait, on pensait qu'il était du marbre dont on fait les statues, il est de la faïence dont on fait les bidets. Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée
par l'État français. Chirac a accepté de mettre le doigt dans l'engrenage de la soumission et du déshonneur national, et il nous a tous déshonorés par cette soumission, qui est aussi une soumission, je dirais, d'allégeance à la puissance. Reconnaître la responsabilité de l'État français dans le Veldiv, c'est faire ce que Mitterrand lui-même a toujours refusé de faire, et ce qui lui a valu d'ailleurs qu'on lui ressorte sa Francisque derrière, hein, parce que nos maîtres savent punir ceux qui ne leur obéissent pas, même quand ils les ont financés toute leur vie. Et à cause de Chirac, on a eu une soumission de plus en plus grande chaque année, et on en arrive là à l'ignoble prestation de Hollande, qui est censé représenter les Français et pas la communauté juive organisée, et qui déshonore la résistance, ma propre famille, le gaullisme, et qui trahit le pacte républicain, en plus sur un mensonge historique. La vérité, c'est que le crime fut commis en France, par la France. Le grand mérite du président Jacques Chirac est d'avoir reconnu ici même, le 16 juillet 1995, cette vérité. Donc je dis, si on doit condamner la haute administration française, la police française et le peuple de France tout entier, ce qui est d'ailleurs du tribalisme, puisque c'est la responsabilité collective et héréditaire, ce qui n'existe pas dans la vision helléno-chrétienne, qui est l'individu et le pardon. Hein. C'est-à-dire, là, on est dans le tribalisme juif intégralement. Hein. C'est-à-dire ni pardon ni oubli, responsabilité collective et transmissible. C'est ce qui définit le tribalisme, la responsabilité collective et transmissible. C'est-à-dire, je tue ton cousin parce que toi, t'as tué quelqu'un, et je tue les gosses parce que les parents ont fait quelque chose. Dans le monde de l'universalisme républicain, il n'y a que la responsabilité individuelle. Je n'ai rien fait, je suis né en 58, aucun Français aujourd'hui n'a rien fait et n'est responsable de rien de ce qui s'est passé entre 40 et 45. Et si on doit juger effectivement les collabos, jugeons tous les collabos, et donc jugeons aussi les cadres de l'UGIF. Hein, voilà. Or, personne ne vous parle jamais de l'UGIF, c'est pour ça que moi je vais montrer ce livre de Maurice Rafchus, qui a écrit sur l'UGIF, c'est-à-dire sur les juifs français collabos, parce que lui, ses deux parents, c'est un juif d'origine de l'Est, ses deux parents ont été assassinés à cause de la collaboration des juifs collabos. Et il faut savoir que ce livre que m'a prêté Jean Robin, je le remercie, a été édité une seule fois, il n'a jamais été réédité. L'éditeur qui a eu le courage de l'éditer a subi un attentat à la bombe, il faut le savoir. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une communauté qui sait se faire respecter et sait faire respecter la loi du silence avec des principes de type mafieux, ultra-violents, il faut bien le rappeler. Hein. Violence que je subis, que Dieudonné a subi, que subissent tous les gens qui essaient de faire passer un peu de vérité. Et j'ai rencontré moi-même Maurice Rafchus en 2004, et il m'a dit, nous avons un point commun, c'est que nous avons tous les deux été ratonnés par la LDJ. Donc là, je rappelle bien que dans la communauté, certains juifs de vérité qui vont contre les intérêts supérieurs des élites communautaires se font châtier exactement comme les goïs, exactement comme dans la mafia, un cadre de la mafia qui à un moment donné joue contre les intérêts de la mafia ou essaye de s'émanciper ou de sortir de cette logique communautaire, se fait persécuter, voire assassiner. Et ce pauvre Maurice Rafchus, pour avoir essayé de faire savoir qu'il y avait toute une histoire des juifs collabos, s'est fait ratonner par la LDJ. L'éditeur qui a édité ce livre a subi un attentat à la bombe qui, à mon avis, ne vient pas des jésuites ou des islamistes. Hein. Et pour vous dire que c'est un sujet éminemment brûlant, qui demande beaucoup de courage, mais qui est connu de tous les gens qui connaissent un peu l'histoire. Je pense que M. Nora connaît très très bien cette histoire-là. Hein. Mais par contre, personne n'en parlera jamais, parce qu'il faut un grand courage pour en parler, c'est dangereux. Voilà. Mais voilà, pour finir sur le Veldiv, je veux bien la responsabilité, le procès de la collaboration, mais jusqu'au bout. Ou alors, on respecte le pacte de réconciliation nationale, on arrête d'humilier le peuple français avec ça, alors que ça s'est passé il y a plus de 60 ans, qu'on est dans une période de chômage de masse, qu'il y a de gros problèmes à régler, et qu'il y en a plein le cul de demander pardon pour des choses que nous n'avons pas commises, pour des fautes que nous n'avons pas commises. Voilà. Ok ? C'est clair ? Donc Hollande, cesse de nous déshonorer, s'il te plaît. Voilà. Il s'agit du criminel nazi hongrois le plus recherché au monde. Laszlo Satari, 97 ans, était localisé à Budapest. Confirmation du directeur du bureau du centre Wiesenthal en Israël. D'origine hongroise, il fut le chef de la police dans le ghetto de Košice, en Slovaquie. Il est accusé de complicité dans la mort de 15 700 juifs durant la Seconde Guerre mondiale. L'immense majorité d'entre eux avaient été déportés vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Sur le pas de la porte, les journalistes lui demandent « Vous niez avoir fait ça ? Beaucoup de gens sont morts suite à ce que vous avez fait. » L'homme répond « Non, je n'ai pas fait ça. Allez-vous-en. » Cette manifestation sert à montrer qu'on n'oublie pas, qu'on est la 3e génération qui va sûrement mourir dans quelques temps, mais que jusqu'au bout on sera derrière lui. Et que jusqu'au bout
on n'oubliera jamais. Et que jusqu'au dernier, on sera là. Il a été condamné à mort en Slovaquie. C'est inacceptable qu'il puisse continuer à vivre normalement et que notre justice ne fasse rien. Oui, alors là, c'est pareil, j'aurais pu oublier, mais c'était tellement abject. On a vu cet été, relayé par les médias collabos grotesques, quelque chose d'ignoble, parce que nous sommes quand même en terre chrétienne. Il ne faut pas obliger. La France et le catholicisme, c'est consubstantiel. Et le catholicisme, c'est ce qui est le plus proche du message du Christ. Hein. C'est pas le protestantisme tel qu'il est advenu, qui réintroduit la primauté de l'Ancien Testament sur les évangiles, la prédestination, c'est-à-dire qui est un retour au judaïsme en réalité. Nous sommes dans le monde de la charité du Christ, de l'universalisme chrétien, et c'est infiniment insupportable de voir quelque chose qui est de l'ordre de la vengeance tribale, c'est-à-dire de voir des jeunes cons aller persécuter un vieillard de plus de 90 ans, qui était un petit policier hongrois, c'est-à-dire qui n'est pas Eichmann, et de voir se dire, voilà, on fait la justice contre le plus vieux nazi vivant. Ça n'a rien à voir avec la justice, tout ça a à voir avec la vengeance, l'ignoble vengeance tribale, et ça nous fait que nous montrer chaque jour un peu plus que la communauté organisée, qu'on n'a pas le droit de nommer parce qu'elle est toute puissante, n'a rien à voir avec les valeurs, les saines valeurs, je dirais, de l'universalisme grec et de la charité chrétienne, qui fait qu'à un moment donné, on oublie ou on pardonne et qu'on laisse crever dans l'oubli et la misère une vieille merde, quoi qu'elle ait faite de plus de 90 ans. Voilà. S'acharner jusqu'au bout pour persécuter ce pauvre type, le martyriser, l'humilier, surtout par des jeunes cons qui n'ont aucune légitimité pour le faire, et que tout ça, avec derrière le sourire béat de l'ignoble porc Klarsfeld, tout ça montre bien que là, on est bien dans la pire des vengeances tribales, quelque chose d'ignoble, et je le dis, moi qui suis chrétien et qui parle avec les gens de la rue, on en a marre, on en a plein le cul de cette haine tribale, que les médias, que la République française, que le monde chrétien globalement soit asservi à cette haine tribale permanente, systématique, il y en a marre, voilà. Donc, on va montrer les images. Ce pauvre petit flic hongrois, qui est une petite merde humaine sans doute, laissez-le crever en paix, arrêtez de nous imposer, au moins par l'image, faites-le en douce comme vous savez si bien le faire, mais arrêtez d'exhiber dans les médias de masse votre haine tribale et votre vengeance ignoble, c'est très dangereux pour vous à terme, parce que ça vous montre pour ce que vous êtes. Voilà. Des anti-universalistes, des anti-chrétiens, des tribalistes haineux, qui finalement ont un goût très prononcé pour la vengeance inextinguible, et le sang, et notamment le sang des vieillards, le sang, je parle pas de la Palestine, des femmes et des enfants. Hein. Tout ça est ignoble, répugnant, et à mon avis, vous devriez comprendre à un moment donné qu'il faut cesser, parce qu'au lieu de vous servir, ça commence à vous desservir gravement. Voilà. Et je pense d'ailleurs que beaucoup de juifs du quotidien ne valident pas ce genre de conneries, que finalement les médias à la botte relaient par soumission, et je pose cette question, est-ce que vous êtes sûr que c'est bon pour la communauté ? Globalement, je pense que ça devient même contre-productif. Voilà. Le nazisme se fonde sur des postulats qui appartiennent à la culture scientifique du temps. Enfin, du temps, j'entends par là, de l'Europe depuis la seconde moitié du XIXe siècle. Le développement de la médecine, le développement de la médecine virale, de la médecine bactériologique, le développement de l'anthropologie, le développement des sciences de la nature en général, de la biologie, de la génétique, etc. Et sur ce socle de culture scientifique, les nazis bâtissent une théorie politique, une vision de l'homme, une vision de la cité, une vision du groupe humain, et une vision de l'univers, si vous voulez, et de l'histoire, une vision des trois temporalités, qui se prétend scientifique. Donc, si science nazie il y a, c'est une science strictement particulariste, qui prend pour principe et pour fin, c'est-à-dire que pour socle et pour objectif, la seule prospérité, la seule survie et la seule puissance de la race nordique, germanique-nordique, allemande, selon les termes qui varient d'une source à l'autre. La théorie des races inférieures, de la race des seigneurs, désignait le peuple de France comme peuple inférieur et comme peuple à soumettre. Hein, c'est-à-dire que moi, en tant que Gaulois, je ne peux pas me prétendre de la race des seigneurs. Hein, je ne suis pas un Germain. Et j'ai lu Mein Kampf, et le projet était hostile pour nous. Nous étions considérés comme des décadents latins. En réalité, le discours de Mélenchon, comme le discours de Todd, comme le discours de toute la gauche pseudo-sociale et progressiste, c'est de dire que ce qu'ils appellent l'extrême droite, qui est en fait le nationalisme du XXe siècle, hein, qui se comprend par rapport à une logique capitaliste, industrielle, européenne, etc. Ils vous disent toujours que le fascisme,
l'extrême droite, c'est le masque de la bourgeoisie, hein, et que systématiquement, c'est le masque de la bourgeoisie. Et que ce n'est que ça. Ce n'est pas totalement faux. Mais en réalité, on se rend bien compte que la bourgeoisie d'argent, finalement, contrôle tous les opposants politiques. Donc aussi bien Mélenchon, le syndicalisme sous contrôle, qui était avant le syndicalisme qui se limitait à Force ouvrière et la CFDT, mais qui aujourd'hui touche au CGT, sont des masques de la bourgeoisie du capital, hein, via la maçonnerie, via les soumissions par les instances européennes, etc. Donc en réalité, cette idée que l'extrême droite, le fascisme n'est que le masque de la bourgeoisie, est une idée qui est partiellement juste, mais qui n'est pas finalement différente de dire que finalement le mouvement ouvrier officiel qui s'est mis en place depuis la liquidation du syndicalisme révolutionnaire ou même du socialisme libertaire, c'est-à-dire c'est ce qui va de Sorel finalement à Jaurès, tout ça aussi est une manière que l'opposition de gauche en France soit aussi un jouet finalement du capitalisme. Hein. Voilà, c'est une évidence. Alors après, la question qu'il faut poser, c'est qui finalement de ce mouvement ouvrier non révolutionnaire, non radical, c'est-à-dire qui passe par le parlementarisme, la représentation, qui est le moins finalement dans la main du capitalisme international des deux. Et pour ça, il y a une vérification très simple, qui met très mal à l'aise les gens de gauche comme Mélenchon ou comme Todd, ce qui fait qu'il n'en parle jamais, et qui surtout fait passer pour ce qu'elle est une Annie Lacroix-Ritz, puisque c'est elle qui est sur ce combat-là, de dire finalement le fascisme n'est que le masque de la bourgeoisie, et ce qui la pousse à dire que finalement Hitler était l'auxiliaire du capitalisme mondial, et elle va plus loin en disant et que Staline résistait contre. Hein. Alors là, je vais aller jusqu'au bout de mon analyse pour aller au-delà de Todd et de Mélenchon et mettre Annie Lacroix-Ritz, la communiste rentière châtelaine du Vésinet, le nez dans son caca, qui pratique en général le révisionnisme à deux vitesses, hein, c'est-à-dire qu'elle nie le génocide ukrainien par les forces staliniennes, mais il y a d'autres génocides qu'elle ne remet pas en cause. Hein, elle les fait dans le révisionnisme bien pensant. Alors je vais lui dire que si elle avait raison, et qu'on va aller au cœur des choses, que Hitler n'avait été que le masque de la bourgeoisie capitaliste pour empêcher la révolution sociale, marxiste, léniniste, incarnée par l'Union soviétique, ce qui est un peu aussi ce à quoi fait semblant de se raccrocher le maçon socialiste Mélenchon. À ce moment-là, à Yalta, on aurait vu Hitler, Roosevelt et Churchill assis ensemble sur la dépouille de Joseph Staline. Hein, ça veut dire que effectivement, face à la menace rouge, à la menace socialiste, anticapitaliste, effectivement, comme prétend Annie Lacroix-Ritz et comme l'admettent tous les autres implicitement, effectivement, le capitalisme américain représenté par Roosevelt aurait marché la main dans la main avec cette bourgeoisie fasciste qui est le masque de la grande bourgeoisie Hitler pour exterminer le vrai danger qui était la menace communiste, ô combien réelle, de l'URSS triomphante, etc. Or, que s'est-il passé dans l'histoire réelle, quelles que soient les lectures qu'on peut faire, effectivement, de l'ambiguïté de toute cette époque, en lisant Stas Mullins, en lisant Douglas Reed, en lisant Ezra Pound, en lisant voilà, ceux qui ont effectivement montré les ambiguïtés de toute la montée de l'entre-deux-guerres, etc. En dernière instance, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'Amérique capitaliste qui a financé à fond les ballons Joseph Staline, donc le communisme soviétique, pour mettre à mort ce soi-disant auxiliaire de la bourgeoisie fasciste qui était Adolf Hitler et le Grand Reich allemand. Et ça se vérifie puisque à Stalingrad, qui est le tournant de la guerre, les soviétiques gagnent contre Hitler, qui ne faisait jamais qu'empêcher, soi-disant, le bolchevisme d'envahir l'Europe capitaliste. Hein, c'était quand même sa fonction objective, d'être le rempart du bolchevisme. On voit bien finalement que ce rempart du bolchevisme a été mis à mort par la puissance américaine capitaliste en finançant à outrance Joseph Staline, car, je le répète, la victoire de Stalingrad, de Staline contre Hitler, s'est faite par un apport massif, systématique et inconditionnel de matériel militaire et d'argent américain, et que c'est avec de l'armement américain et avec de l'argent américain que Staline a pu vaincre Hitler à Stalingrad.
This is where the Allied ships were docked. Now, in addition to weapons, huge quantities of strategic cargo were also shipped here. There was aluminum for aircraft. There was hardened steel for tanks. There were telephone lines and rails. There was special strategic equipment for military installations. And there were even thousands of uniforms. But because an army marches on its stomach, there were also hundreds and thousands of tons of food destined for the bellies of the Soviet forces. At the beginning of the Lend-Lease program, President Roosevelt assured Stalin that the US could provide the Soviet Union with practically everything it needed. The only condition was that the USSR should set its own priorities. The total cost of Lend-Lease supplies to the USSR during the war was $13.2 billion US dollars. In today's money, that works out to more than $130 billion. Donc si Annie Lacroix-Ritz nous explique finalement que Hitler n'est jamais que le masque de Roosevelt, c'est étrange finalement qu'à Yalta, on est sur la photo, Staline la main dans la main avec Roosevelt et Churchill, sur la dépouille d'Hitler. Normalement, si ces gens-là avaient raison de leur analyse, et si leur antifascisme n'était pas une escroquerie et une pacotille, eh ben, Hitler serait assis sur le fauteuil, à côté de Roosevelt et de Churchill, sur la dépouille de Staline. Or, c'est l'inverse qui s'est passé. On le sait, c'est indiscutable. Donc finalement, qui est l'opposant le plus haï et le plus dangereux pour le capitalisme mondialiste? Est-ce que c'est le communisme de Staline ou est-ce que c'est le national-socialisme d'Hitler? Je n'ai pas à produire de réponse théorique à cette question, ou politique ou morale. La réalité historique incontournable qui fait qu'Annie Lacroix-Ritz ment ou est une idiote, c'est que, effectivement, le capitalisme mondialisé, représenté par la puissance impériale américaine, a choisi, en dernière instance, de financer Staline pour tuer Hitler et pas l'inverse. Donc quelle est la cause surdéterminante qui produit ce choix? Je vous pose la question. Qu'est-ce que le plus grave finalement? Voilà. Et qui s'est partagé le monde après-guerre? Et nous sommes toujours finalement dans ce mensonge et que nous devons dépasser pour voir le monde réel. Nous sommes finalement dans ce monde où, face à la menace fasciste, soit totalement hypothétique, comme l'a bien dit Jospin, qui a bien dit que l'antifascisme était que du théâtre en France et que le Front National ne représentait pas du tout le fascisme. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi, à sa façon, mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste, et même pas face à un parti fasciste. En réalité, ce qui marche la main dans la main depuis l'après-guerre, c'est bien, sous couvert d'antifascisme, la bourgeoisie d'argent et le socialisme institutionnel. Hein. Et c'est ça la réalité. Et toujours contre qui? Contre les mouvements populistes qui essayent de réaliser une union sacrée du prolétariat et de la petite bourgeoisie entrepreneuriale pour essayer de s'émanciper de ce pouvoir de l'argent, qui est à la fois le pouvoir du capital tel qu'on le voit de la finance mondialiste, mais aussi la fausse gauche des réseaux maçonnico-trotskistes. Et on voit bien que cette mascarade est le pouvoir officiel, et ce à quoi n'ose pas toucher Todd, quand il ment à la fin de ses analyses, et ce à quoi participe totalement un Merluchon, quand il va essayer d'empêcher Marine Le Pen de gagner, au nom du Front National, une législative élue par le mouvement ouvrier. Voilà, Là, on a fait l'analyse globale de toute la mascarade d'après-guerre. On a fait un vrai travail sociologique de détricotage des vrais rapports de force, des vrais réseaux et des vraies oppositions, et des ennemis premiers et seconds, selon Carl Schmitt bien compris. Hein. Il semblerait que même si le capital n'aime pas le rouge, dans sa hiérarchie des ennemis premiers et seconds, finalement il préfère s'allier au rouge contre le fasciste que l'inverse en dernière instance. Hein. Et qu'il estime que le fasciste est bien plus dangereux, donc pour ses intérêts de classe bien compris, que l'inverse, sinon il serait absurde dans ses positionnements ou dans ses choix. Hein. Voilà. Ou alors il faut trouver des causes surdéterminantes qui sont peut-être au-delà du monde matériel et rentable, mais peut-être là on replongerait finalement dans la mystique et dans la religion cachée. Voilà. Mais là c'est une analyse il faut faire ce travail de sociologue jusqu'au bout, honnêtement. Voilà. Et je défie quiconque, que ce soit Annie Lacroix-Ritz, que ce soit Merluchon ou que ce soit Manuel Todd, de venir là me porter la contradiction sur l'analyse globale que je viens de faire sur le mensonge de l'antifascisme face à la photo de Yalta. Hein. Voilà. J'ai entendu vos diffamations, vos injures et vos menaces. J'attends vos arguments.
Merci, mon ami, es war wunderschön. 1000 Dinge möchte ich dir noch sagen.